Introduisons à présent la notion de sécurité. Qu'entendons-nous par sécurité? Plusieurs définitions peuvent être proposées. Une première pourrait consister à dire que la sécurité est un état d'esprit tranquille de celui qui se croit à l'abri de tout danger. Une deuxième proposition consisterait à dire que la sécurité est une tranquillité d'esprit de celui qui croit qu'aucun danger n'est à craindre. Nous préférerons, vous l'aurez compris, les deux propositions suivantes. La troisième dirait que la sécurité est une situation sûre, un état tranquille qui résulte de l'absence réelle de danger. Une quatrième proposition, enfin, consisterait à dire que la sécurité est une situation dans laquelle aucun danger n'est à craindre. Les deux premières définitions mettent en évidence la fragilité d'une impression trompeuse, et pourtant, très souvent, lors de l'analyse de phase d'accident, nous pouvons constater que l'état d'esprit de celui qui se croit à l'abri du danger est souvent à l'origine des accidents. Il consiste alors à penser que le danger ne concerne que les autres et que l'accident ne m'arrivera jamais. Les deux suivantes dépeignent un état de fait obtenu par une prise en compte de la prévention des risques professionnels. Nous avons ici une définition, ou deux définitions, très concrètes de la sécurité. Évoquons à présent ce que nous appellerons le mécanisme d'apparition du dommage ou le mécanisme d'apparition de l'accident. Pour qu'un accident se produise, pour qu'un dommage se produise, nous devons être en présence de danger. Un danger qui sera une source potentielle de dommage. Par exemple, le danger représenté par le travail en hauteur, le travail sur une installation électrique sous tension, le risque lié aux circulations et à la croisée entre des phases piétonnes et des engins de manutention, par exemple. La liste des dangers sera abordée ensemble plus tard. Lorsque des personnes sont exposées à un ou plusieurs dangers, nous avons à la croisée des chemins ce que nous appellerons une situation dangereuse. Cette situation dangereuse que vous rencontrez régulièrement sur vos sites de travail. Il suffit alors d'un événement déclenchant, par exemple une baisse d'attention, par exemple un événement auditif, par exemple un événement extérieur, attirant votre attention visuelle sur autre chose que votre tâche, pour que dans 80% des cas, l'accident se produise. Dans les 20% des cas restants, nous parlerons de presque accident. La pyramide qui conduit à l'accident mortel a sa base constituée de ce que nous appellerons des défaillances de réflexion. Défaillances de réflexion que nous pouvons considérer comme le défaut de prise en charge des mesures de prévention nécessaires pour éviter l'accident. Ces défaillances de réflexion nous conduisent à des situations dangereuses ou des conditions de travail dangereuses. Ces conditions de travail dangereuses ou ces situations dangereuses, nous l'avons vu précédemment, qui peuvent conduire à des actes dangereux et à des soins bénins. Petits accidents entre guillemets ou presque accidents. L'accumulation de ces premiers soins conduisent immanquablement, tôt ou tard, aux soins médicaux, aux accidents de travail avec arrêt, jusqu'à conduire, à un moment donné, à l'accident mortel. Plus la défaillance de réflexion est large, plus la probabilité d'un accident avec arrêt ou d'un accident mortel est grande. Nous mettons sur cette pyramide en évidence le fait qu'il est indispensable de travailler en amont sur les risques et sur les moyens de prévention ayant pour but d'éviter les accidents avec arrêt et les accidents mortels. Les accidents avec arrêt ou les accidents mortels ne représentent que la partie visible de l'iceberg des actes dangereux. Nous voyons clairement sur cette diapositive que la partie immergée de l'iceberg constitue la base
qui amènent fatalement aux accidents avec arrêt, aux accidents mortels. C'est sur cette partie immergée que nous allons travailler pour définir ensemble les moyens de prévention permettant d'éviter absolument d'arriver aux accidents avec arrêt, voire à l'accident grave et mortel. Pour guider nos actions de prévention, le Code du travail a émis 9 principes généraux de prévention. Le premier, à prioriser dans tous les cas, est bien sûr d'éviter les risques. Nous l'avons vu précédemment, si les risques sont absents, il n'y a aucune possibilité d'accident. Dans le cas où les risques sont présents, nous devrons les évaluer pour en émettre des moyens de prévention. La prévention des risques consiste à combattre les risques à la source et ne pas travailler sur les causes, ce que nous rencontrons fréquemment dans les analyses des accidents. Le quatrième principe de prévention émis par le Code du travail consiste à adapter le travail à l'homme en agissant sur la conception, l'organisation et les méthodes de travail et de production. En cinquième point, le Code du travail nous demande de réaliser des objectifs en tenant compte de l'évolution des techniques. De manière générale, remplacer ce qui est dangereux par quelque chose qui ne l'est pas ou qui l'est moins. Le septième principe de prévention consiste à intégrer la prévention des risques dans un ensemble cohérent comprenant la production, l'organisation, les conditions de travail et le dialogue social. Nous trouvons ensuite les mesures de protection collective avec une priorité à leur donner par rapport aux mesures de protection individuelles. Nous terminerons par le neuvième principe de prévention, qui consistera à donner des instructions appropriées aux travailleurs. Une des nombreuses méthodes de prévention des risques professionnels est la règle des 6E. La règle des 6E qui consiste dans un premier temps à examiner, évaluer les risques. Notons au passage l'obligation de rédiger un document unique d'évaluation des risques professionnels à partir du moment où l'entreprise compte au moins un salarié. La deuxième étape consiste à envisager et à planifier les actions de prévention éventuelles. Ces actions de prévention dont le but est d'éliminer, voire de diminuer le risque d'accident de travail. Troisième étape consistant à éliminer, donc supprimer le risque ou à en réduire la source. Par exemple, par des protections intégrées aux équipements de travail. Entourer le risque au moyen de protection collective. Protéger la personne au moyen d'équipements de protection individuels. La cinquième étape de la règle des 6E consiste à enseigner par de la signalisation, la matérialisation des zones de travail et des zones dangereuses, par des fiches de sécurité, de la sensibilisation, de la formation et des niveaux d'habilitation. Nous terminerons enfin par évaluer l'efficacité des mesures de prévention qui ont été définies et par mettre en œuvre d'éventuelles actions correctives. Afin de ne rien oublier dans l'analyse des risques professionnels, nous devons être conscients que les risques peuvent concerner l'individu. Les risques ne seront en effet pas les mêmes d'un individu expérimenté à l'individu débutant sur une même tâche. Les risques concernent également la tâche. Que doit faire l'opérateur et quelles sont les méthodes utilisées? Le risque concerne également le matériel utilisé. Quel est le matériel utilisé? Quelles sont les machines que nous allons utiliser pour réaliser nos travaux? Et puis enfin, les circonstances, le milieu, où vont être réalisées les tâches, quelles sont les entreprises qui vont travailler sur la même zone que la nôtre? Ces entreprises ne vont-elles pas créer par leur activité un risque pour nous? Et puis avec qui allons-nous travailler?
Lors de l'analyse des risques généraux liés à l'individu, nous porterons notre attention sur les dispositions individuelles. Nous n'avons en effet pas tous les mêmes qualités, le même profil, les mêmes caractéristiques sensorielles, intellectuelles, émotionnelles et de personnalité. Certains d'entre nous seront capables de travailler en hauteur sans appréhension, d'autres n'auront pas cette capacité. Le degré d'expérience, de méconnaissance des particularités de travail de l'équipe doit porter également toute notre attention. En effet, le chef d'équipe ou le chef de chantier, expérimenté depuis de longues années, ne représentera pas les mêmes risques que le travailleur intérimaire qui travaille sur votre chantier pour la première fois. Lors de l'analyse des risques généraux liés à la tâche, nous porterons notre attention sur les contraintes physiques, par exemple, les contraintes de productivité, par exemple lors des retards ou lors d'urgences. La productivité peut nous conduire à faire abstraction de certaines règles de prévention. Les situations inhabituelles, également, doivent porter tout notre intérêt. Enfin, les situations de reprise suite à un accident de travail peuvent générer chez l'individu des craintes particulières. Nous aurons alors un risque cumulé lié à l'individu et à la tâche. Bien évidemment, vous en êtes conscient, les risques sont également liés au matériel utilisé. Que ce soit la conformité de ce matériel, ou les modalités d'utilisation de ce matériel qui peuvent être méconnues par manque de formation ou d'information. La dégradation du matériel peut créer un risque d'accident. Les machines défectueuses, les résidus d'une activité antérieure, par exemple par défaut de nettoyage d'une zone de travail. Nous porterons enfin notre attention sur les risques généraux liés au milieu. En effet, sur une même zone de travail, peuvent intervenir plusieurs entreprises, générant ainsi un risque de coactivité. En effet, le travail en hauteur représente un certain niveau de risque. Une entreprise travaillant sous une zone de travail en hauteur sera, par l'activité de cette première entreprise, confrontée à un risque de chute d'objet. L'environnement, enfin, pourra créer par lui-même un ou plusieurs risques d'accident du travail, liés notamment aux intempéries, aux ambiances et atmosphères de travail. La haute température, la basse température, les poussières en suspension par exemple. Nous avons listé sur cette diapositive les risques qui sont non exhaustifs des principaux risques professionnels. Nous noterons le risque que tout le monde prend et qui donne rarement lieu à une analyse approfondie. Il s'agit de la chute de plein pied, la chute de sa propre hauteur. Nous aborderons ensuite la chute de hauteur, les chutes d'objets, la manutention manuelle, le risque d'électrisation, le risque d'incendie, le risque lié au levage, les substances dangereuses, les éléments mobiles, les parois chaudes, le travail isolé, la haute pression, le risque de heurt ou d'écrasement. La connaissance de ces risques généraux permet de renforcer la connaissance des dangers et l'analyse a priori des risques. L'analyse a priori des risques consiste à envisager les accidents qui pourraient se produire dans une zone de travail. Nous allons aborder dans la suite de ce module une méthode d'analyse a priori des risques. Il existe 3 approches pour la maîtrise des risques. Nous venons d'en parler, l'approche par les risques consiste à analyser les risques a priori. L'évaluation des risques doit permettre la suppression de ceux-ci, leur réduction ou leur maîtrise. L'approche par le travail consiste à analyser
l'homme au travail, la mise en relation des déterminants entre l'activité et ses effets. Nous parlerons de prévention des atteintes à la santé. Dernière approche enfin est l'approche par l'accident. Lorsque l'accident s'est produit, une analyse approfondie doit permettre de remonter aux causes primaires qui ont conduit à cet accident. Ces causes primaires sur lesquelles nous devrons absolument agir pour éviter la reproduction d'un accident de la même nature. Nous nous attarderons dans la suite du module à l'approche par les risques. Dans l'approche de la prévention par les risques, nous commencerons par définir les limites de la situation de travail. La situation de travail qui commence par l'accès à la zone de travail. Nous continuerons ensuite par l'identification des dangers présents sur la zone de travail, puis à l'estimation des risques. Pour ce travail, nous garderons en mémoire le mécanisme d'apparition du dommage. Pour mémoire, le mécanisme d'apparition du dommage se constitue lorsque des personnes sont exposées à un ou plusieurs dangers. Nous parlerons alors de situations dangereuses. Nous savons qu'il ne faut qu'un élément déclenchant pour que l'accident se produise. Une fois que les dangers auront été listés, il conviendra d'en graduer l'importance. Je vous propose une graduation pour laquelle nous noterons, par exemple, sur une note de 1 à 4, la probabilité d'occurrence de l'accident. Quelle est la probabilité, par exemple, pour qu'un employé chute sur une zone de travail? Une fois que nous aurons coté la probabilité d'occurrence, sur un deuxième axe, nous coterons la gravité des conséquences de l'accident supposé. Par exemple, une cotation 1 pourra correspondre à l'accident n'ayant pas causé d'arrêt de travail, mais simplement des soins bénins. La cotation 4 pourrait consister par exemple à un accident ayant causé plus de 3 mois d'arrêt, voire un accident mortel. Une fois cette cotation réalisée, nous commencerons par nous attarder sur les accidents dont la probabilité d'occurrence est la plus forte, avec la plus grande gravité en cas de survenue d'accident. Nous respecterons alors la hiérarchie des principes généraux de prévention du Code du travail pour trouver les moyens de prévention adaptés. Bien évidemment, la priorité sera toujours de supprimer le risque, à chaque fois que ce sera possible. Quand ce ne sera pas possible, nous réfléchirons sur la réduction des risques selon les principes de prévention et de protection, avec une hiérarchisation des mesures. Dans la hiérarchisation de mesures, nous privilégierons toujours les protections intrinsèques, les protections faisant partie de l'équipement de travail et protégeant ainsi tous les travailleurs à proximité de l'équipement de travail par exemple. Nous donnerons ensuite une... Pour conclure ce module, je vous propose un petit exercice de réflexion sur les moyens de prévention. Je vous propose de choisir dans la liste des risques généraux que nous avons abordés ensemble il y a quelques diapositives, de choisir un risque. Par exemple, le risque d'électrisation. Sur papier libre, je vous demande de réfléchir aux moyens de prévenir ce risque, de manière générale, en respectant la hiérarchie des 9 principes généraux de prévention issus du Code du travail. Comment supprimer le risque d'électrisation, par exemple? Et quels sont les moyens de prévention que nous pourrions préconiser en situation de travail pour maîtriser ce risque d'électrisation ou le réduire? Le fruit de vos réflexions fera l'objet d'une étude lors de notre journée en présentiel.